là où il faut être aujourd'hui, et le Bénin va servir de porte d'entrée pour un certain nombre de pays. Et c'est pour ça qu'il y a cet engouement pour notre pays. Mais le problème, c'est quoi? En quoi cette situation va profiter aux Béninois? C'est ça qui nous intéresse. Nous ne voulons plus être dans une situation où on se sert de nous, mais en retour, le peuple continue à végéter dans la misère et ne tire pas avantage des profits générés par les activités économiques qui se passent sur notre territoire. Donc, il y a un certain nombre d'enjeux. Par exemple, le projet, le dossier Bolloré, par exemple. Je sais que beaucoup de gens n'en parlent plus, mais je crois que ça fait partie des enjeux majeurs de cette élection présidentielle. Je vais vous expliquer pourquoi, si vous me le permettez. Oui, allez-y, allez-y. OK. Alors, quand on prend le dossier Bolloré, en fait, c'est un projet, le projet de la boucle ferroviaire, c'est un projet qui date de plusieurs décennies. C'est-à-dire, c'est un projet qui date de 1904. OK. Et on a constaté que le Premier ministre, quand il a été nommé, je crois, en juin, le 18 juin, ça a été, je crois, aujourd'hui, si on va faire son bilan, on peut mettre la signature de la convention de Bolloré à son actif. Et ça s'est fait en août. Moi, je me demande pourquoi il y a une telle précipitation pour signer une telle convention quand on sait que devant les tribunaux, en France, le tribunal arbitral de Paris, vous avez une compagnie qui s'appelle Jefta Rail qui demande l'arrêt des travaux. Au Bénin, il y a également un compatriote, Samuel Dossou, qui a demandé qu'on arrête les travaux et il a, je crois, obtenu gain de cause avec la décision de la Cour d'appel de Cotonou le 19 novembre dernier qui demande la cessation des travaux. Mais le problème, c'est quoi? Le contrôle de cette boucle ferroviaire va immédiatement donner accès à celui qui l'exploite va pouvoir contrôler toute la sous-région. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que vous prenez cette boucle ferroviaire qui quitte Cotonou, qui va jusqu'à Niamey par exemple. Vous avez les ports secs je crois, Alada, Savé, Parakou, Malanville, etc. Alors, vous y ajoutez toute la zone concernée. Vous prenez le Bénin, le Togo, le Burkina, le Mali, le Niger, et vous ajoutez le Tchad. On est en train de parler d'une zone géographique d'à peu près 245 millions de personnes, avec un PIB d'à peu près 633 milliards de dollars. Sachant bien que le PIB du continent africain est un PIB de 2000 milliards de dollars. Dans ces conditions, celui qui a accès et qui contrôle ces rails, contrôle tout ce qui se passe dans la sous-région, non seulement sur le plan économique, mais sur le plan politique. Et donc, c'est pour ça qu'on ne comprend pas pourquoi on ne peut pas associer des Africains et des Béninois aujourd'hui à ce projet, dans la mesure où on sait qu'il y a des fortunes africaines aujourd'hui. Tout ça a quoi avec les élections? Ça a beaucoup à voir avec les élections, dans la mesure où vous avez parmi les candidats, un candidat qui, manifestement, s'est toujours plaint de l'érosion des parts de marché de la France en Afrique. Je parle notamment du Premier ministre Lionel Zisso. Et donc, on se pose des questions. Est-ce que la présence de Lionel Zisso sur la scène politique béninoise, c'est pour restaurer les parts de marché de la France en Afrique, dans la mesure où le Bénin est un pays, comme je l'ai dit, stratégiquement très bien situé et qui va permettre à la France d'avoir accès à un certain nombre de marchés. Et on est en droit de se poser des questions, dans la mesure où même par le passé, le Premier ministre a eu à tenir a eu des prises de position qui montrent qu'il s'est toujours inquiété de la rétraction de la puissance de la France en Afrique, de la vente des actifs de la France en Afrique. J'espère que vous n'oubliez pas qu'il est béninois et à ce titre, ce qu'il fera en termes d'action aujourd'hui, ce serait aussi pour le gain du Bénin. Et là, ça reste quand même un acquis fondamental, non? Tout à fait. Je suis d'accord qu'il est béninois et je n'ai jamais dit que le Premier ministre Lionel Zisso n'est pas béninois. Mais mon problème avec ces prises de position, c'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui vous dit qu'il faut élargir la zone CFA aux pays anglophones et lusophones,
c'est-à-dire notamment le Ghana, l'Angola et le Nigeria. Mais vous vous posez bien des questions. On sait aujourd'hui que le CFA n'est pas une monnaie qui permet à l'Afrique d'être compétitive. Le CFA n'est pas une monnaie qui nous permet d'exporter. Okay? Vous savez par exemple que l'Afrique n'est pas en mesure de s'industrialiser avec la situation que nous vivons en ce moment. Aujourd'hui, l'Afrique, je crois, est responsable de 1% de la production manufacturière mondiale. Donc, quand vous avez un Premier ministre qui dit dans les colonnes de Point Afrique que voilà, l'Afrique exporte autant qu'elle importe et que par conséquent, une monnaie forte, c'est-à-dire la parité euro-CFA, est une bonne chose dans la mesure où, c'est-à-dire que nous, Africains, on importe beaucoup et donc, avec une monnaie forte, on est en mesure d'acheter sur le marché mondial. Mais moi, je pense que ce n'est pas ce qu'il faut aujourd'hui pour ce continent. L'industrialisation. L'industrialisation de ce continent, parce qu'on ne peut pas continuer à être réduit à l'état de consommateur permanent. Il faut que nous-mêmes, on s'industrialise, qu'on transforme nos ressources naturelles, qu'on puisse les exporter afin que la plus-value revienne au continent africain. Parce que vous voyez, le président Obama, il y a de cela 2 ans, a dit en Afrique du Sud qu'il faut mettre fin à l'exploitation des richesses de l'Afrique quand la valeur ajoutée s'échappe ailleurs. C'est une phrase qui veut dire beaucoup de choses. Et vous savez, il faut que nous, intellectuels africains, qu'on pense autrement. Aujourd'hui, il faut qu'on réfléchisse autrement. Comment sortir notre continent de cette situation désastreuse dans laquelle nous sommes depuis des décennies. Je ne sais pas si c'est la faute aux leaders qu'on a eu jusqu'à présent, mais il faut que nous, jeunes Africains, qu'on pense autrement, qu'on n'accepte plus des propositions qui ne vont nous avancer en rien. Parce que je vais vous donner un exemple. Je reviens à cette proposition, je crois que c'est la proposition numéro 9 du rapport Védrine-Zissou, cette proposition qui dit élargir la zone CFA. Vous savez, quand on va élargir la zone CFA, ça veut dire quoi? Les 3 pays, le Ghana, le Nigeria et l'Angola, ont un PIB d'à peu près 900 milliards de dollars. 900 milliards de dollars, quand vous prenez le PIB du continent, de 2000 milliards de dollars, ça veut dire que, du coup, vous avez la moitié des réserves, c'est-à-dire la zone CFA à 181 milliards de dollars, c'est-à-dire les 15 pays qui font partie de la zone CFA. Vous ajoutez les 187 milliards de dollars aux 731 milliards de dollars que représentent les autres 3 pays, on se retrouve autour de 900 milliards, c'est-à-dire la moitié du PIB de ce continent. Du coup, vous aurez une multiplication par 5 des réserves de change des pays qui feront partie désormais de cette zone CFA, qui seront logés à la banque, au Trésor français. Et ça va servir à quoi? Il paraît que ça se protège là-bas, très bien. Non, pas du tout. Parce que... on en prend grand soin pour l'Afrique. Non, pas du tout. Vous savez, c'est comme si on vous dit d'avancer, mais on vous attache quelque chose au pied. Ce n'est pas possible. Vous savez, depuis 1945, depuis que le CFA a été créé, l'Afrique n'a pas été en mesure d'avancer. Parce que entre 1945 et 1973, c'est pratiquement 75% de nos réserves de change qui étaient logées à la Banque de France. Entre 1973 et 2004, on a baissé ça un peu à 65%. Mais aujourd'hui, on est, à l'heure où je vous parle, à au moins 50% de nos réserves de change qui sont logées à la Banque de France, qui servent à construire des hôpitaux, des infrastructures, des écoles, etc. On nous envoie de l'aide en Afrique. Ici, nous, on subit un délestage permanent tous les jours. Non, l'aide étrangère que nous recevons en Afrique, c'est notre argent qu'on nous renvoie sous forme, c'est-à-dire c'est les intérêts. Vous imaginez quand vous placez des dizaines de milliards de francs CFA dans des banques et vous recevez les intérêts que ça génère et que vous retrocédez ça après à ceux qui vous l'ont confié, évidemment, c'est ça, vous pouvez appeler ça l'aide au développement. Mais je pense qu'il faut qu'on arrête avec tout ça. Donc là, on met les pieds dans les plats. De quelle façon? Je ne comprends pas.
le projet de société du candidat est un projet de société quand même ambitieux, le franc CFA. N'eût été le franc CFA, bien de pays africains n'en seraient pas là où ils en sont, à ce qu'il paraît. Le chef d'État de tout temps applaudit cela. Aujourd'hui, il y a trop de voix qui s'élèvent pour dire halte à cette façon de faire. Vous parlez de quel projet de société? De qui? Ah bon, il y a un pan sérieux qui vient d'évoquer là. En ce Oui, qui mais concerne le projet de société du candidat Lionel Zinsou, c'est ça? En tout cas, vous l'avez suivi tout à l'heure. Vous connaissez le projet de société? Moi, vous l'avez suivi tout à l'heure. Je ne connais pas encore le projet de société. Je n'ai pas dit que c'est son projet de société parce que je ne connais pas encore son projet de société. Mais son projet de société ne sera pas loin des positions qu'il a tenues par le passé. Et donc, ce ne sera pas un homme nouveau par rapport à ses idées. Et les idées qu'il va avancer dans son projet de société vont sûrement refléter ses positions. C'est-à-dire les positions. Il y a certains analystes qui pensent qu'il était en position de consultant sur des questions données et que les avis qu'il avait donnés à l'époque sont des avis de consultant. Je ne sais pas ce que vous répondez à ça. Parce que peut-être il n'avait pas encore l'effectivité du pouvoir, il n'a pas la souveraineté d'un pays entre les mains, il était juste un consultant, consulté sur des questions données. Et donc des avis techniques qui peuvent ne pas être ses avis directs à lui. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Ah non, pas avec moi. Oui, moi, je ne le pense pas. Je vous rapporte simplement ce qui se dit par ailleurs. Tout à fait. Je ne suis pas du tout d'accord avec ceux qui le disent. Je crois que les idées avancées par Lionel Zinsou sont ses idées. Il a toujours pensé de la sorte parce que quand vous regardez tout ce qu'il écrit dans les journaux, ce qu'il écrit dans les documents vidéo qu'il a réalisés, ce sont les mêmes idées. C'est-à-dire comment aider la France à ne pas perdre pied en Afrique. Et ce monsieur, il a dit dans plein de documents vidéo et d'articles de presse. C'est-à-dire qu'il s'est toujours inquiété de la perte des marchés, des parts de marché de la France en Afrique. Et je vais revenir sur un dossier, d'ailleurs si ce forum le permet, c'est-à-dire c'est toujours par rapport au dossier Bolloré. Vous savez, il y a un monsieur qui s'appelle Dominique Lafont. Dominique Lafont a été directeur de Bolloré Africa Logistique pendant environ 10 ans. Je crois qu'il était encore directeur jusqu'à il y a environ 6 ou 7 mois. Et il est un ami de Lionel Zinsou. Et ensemble, ils sont membres de l'Institut Montaigne. L'Institut Montaigne qui a un think tank sur l'Afrique. Et ces deux ont écrit dans le Huffington Post un article en 2013, en décembre 2013, où ils se plaignaient encore une fois de la rétraction de la puissance de la France en Afrique et comment y remédier. Ils ont alerté les exécutifs français et autres, le gouvernement français, mais bon, ils trouvaient que les gens ne prenaient pas l'alerte au sérieux. L'alerte au sérieux. Et donc, c'est ce monsieur qui se retrouve également à l'Institut Montaigne avec Lionel Zinsou. Et vous savez, Lionel Zinsou est allé signer cette convention pour Bolloré. Mais on doit se poser aussi des questions. Dans d'autres pays, il y aurait eu des investigations par rapport à ça. Parce qu'il y a un semblant de conflit d'intérêts. Parce que pour nous... Non, c'est avec la bénédiction de l'État béninois. Alors, et ça, on ne va pas le nier, non? Vous savez que cette convention de Bolloré a été rédigée exclusivement par les juristes de Bolloré et que la partie béninoise n'a fait que signer cette convention. Est-ce que vous pensez que Lionel Zinsou, en tant que, disons, citoyen français, aurait pu signer un contrat français en France pour la France? Non, je ne crois pas. Soyons sérieux. Il faut qu'on arrête avec c'est de sa faute. C'est de sa faute. La sentence est tombée, mais il se trouve que, bon, on laisse faire. Est-ce que c'est à Lionel qu'il faut s'en prendre ou bien à l'État béninois? Bon, on peut s'en prendre à l'État béninois et à Lionel, parce que ce n'est pas tout ce qu'on vous demande de faire que vous devez faire. Vous savez, et c'est ça, moi, qui m'interpelle le plus. Vous connaissez la chanson, qui ne veut pas gagner 20 millions. L'homme est tranquille, vous l'invitez, vous dites, c'est Rose, aide-nous. Parce que vous suivez quand même les discours. Lionel Zinsou apparaît aujourd'hui comme l'homme qui peut sortir le béné de l'onier. C'est l'homme neuf. C'est lui qui a le tact, il a le sens des affaires. L'homme a un parcours élogieux. Qui parle en son nom que de reprocher? Vous savez, Lionel Zinsou nous est présenté effectivement comme un homme accompli. Je suis tout à fait d'accord. Mais quand vous êtes un homme accompli et que vous prenez un certain nombre de positions, notamment vous dites que vous voulez assurer la continuité des œuvres du président Boni Yayi, moi ça m'interpelle.
Je dis toujours, assurer la continuité des œuvres du président Boni Yayi, ça veut dire que vous êtes prêts à continuer la même gabégie, la corruption financière, la gestion, même je dis hasardeuse du pouvoir d'État. Ça, c'est ce que vous dites. Aux arrivistes de continuer dans ces faits, constatez déjà qu'il y a une petite démarcation, non, dans sa démarche. Pas du tout. Est-ce que vous avez jamais vu M. Lionel Zissou dénoncer la gabégie financière sous le régime du président Boni Yayi? Est-ce que vous avez jamais vu ça? Dites-moi où vous avez vu ça. On ne le crache pas dans la soupe. Il y a cela 2 jours, je crois, le dimanche passé. On regardait la télévision nationale et on a vu sur les écrans une bande passante qui disait que le chef de l'État venait de subir une opération de la cataracte en Afrique du Sud. Mais ça devait interpeller tous les Béninois. D'abord, je souhaite qu'ils se portent bien, mais je me pose des questions. C'est-à-dire que après 10 ans de pouvoir, qu'on ne soit pas en mesure de construire un hôpital de référence, ça veut dire que la politique sanitaire du président Boni Yayi a été un échec complet. Et ça devait nous interpeller. Et c'est ça qu'on veut continuer. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on puisse nous dire qu'on va continuer dans cette situation. Lui, aujourd'hui, quand il a voulu se faire opérer de la cataracte, il s'est tranquillement envolé pour l'Afrique du Sud et il l'a fait là-bas. Mais si vous souffrez de la cataracte, on va vous envoyer au CNHU de Cotonou. C'est parce que le président Boni Yayi sait bien que le CNHU de Cotonou, qui représente l'un des hôpitaux les mieux équipés du Bénin, n'est pas à même, c'est-à-dire il ne se sent pas à l'aise au CNHU. Il ne se sentira pas. Et c'est pour ça qu'il n'est pas allé là-bas. Et c'est des choses qu'il faut qu'on dise. Il faut que le peuple se réveille. On ne va pas continuer avec ça. On choisit des gens qui passent leur temps à voler ce pays, à détourner, donc là, à s'entourer de gens. Avez-vous aussi l'impression que les vrais débats ne se mêlent pas vraiment? Mais on entend beaucoup de choses déjà. Les candidats font ce qu'il faut, non? Vous savez très bien que les vrais débats ne se mènent pas. La cataracte, comme il le dit si bien, s'opère ici au Bénin. S'il vous plaît, c'est un chef d'État. Oui, d'accord, mais justement parce que... Il faut réussir l'opération avec précision. Bon, je sais que vous vous amusez de toutes les façons. Non, je suis sérieux, un chef d'État. Il faut le mettre au petit soin. Oui, d'accord, mais la cataracte s'opère ici, n'est-ce pas? D'accord? Tout à fait. Et les médecins qui opèrent la cataracte ici savent très bien que c'est un président de la République et qu'ils ne vont pas lui faire courir le risque de ce que vous dénoncez là ou de ce que vous craignez. Donc non, c'est l'exemple. En fait, c'est la pédagogie par l'exemple pour moi. Lorsque vous avez un système sanitaire qui se porte très bien et que vous-même vous faites confiance à ce système sanitaire pour les soins comme ceux relatifs à la cataracte, vous confortez votre position, n'est-ce pas, de premier garant de l'indépendance ou de la souveraineté de votre pays. C'est une parenthèse. L'autre parenthèse que j'ai envie d'ouvrir très rapidement, c'est quoi? C'est que la fonction présidentielle est une fonction très importante. Et le président d'un pays détient tous les secrets de ce pays. Le président d'un pays détient il a toutes les manivelles, n'est-ce pas, pour faire avancer ou faire reculer le pays. Et donc, ce que l'analyste financier dit, ce sont des débats qu'il faut faire pour expliquer aux uns et aux autres, eh bien, je dirais, le danger que court notre pays par la menace sur sa souveraineté et sur son intégrité. Ça, c'est important de le dire parce que un candidat en position de président de la République engage le pays où il veut, comme il veut, même si il y a l'Assemblée nationale, même s'il y a des institutions de contre-pouvoir, mais vous savez très bien comment ces institutions fonctionnent. Ça, c'est des choses très importantes et je souhaite simplement que le peuple puisse comprendre le message que nous sommes en train de délivrer. On parle, on fait nos analyses, on fait nos débats. C'est vrai qu'après, chacun aura une décision, mais il faut décider en connaissance de cause. Pour moi, c'est très important. C'est des précisions qu'il faut donner aux uns et aux autres. C'est comme la dernière fois, nous avons reçu Maître Kato Atita. Qu'est-ce qu'il a dit? Lorsque, je prends l'exemple, ça me dérange de toujours parler de M. Lionel Zissou, mais on est obligé d'en parler. Lorsqu'il va voyager pour aller en France en visite d'État, c'est comme un Français qui est revenu en France avec justement ceux avec qui il a eu l'habitude de travailler. Alors en ce moment-là, quel intérêt on va défendre? Il y a collision d'intérêts et c'est des réalités. C'est des réalités, on a beau tout dire, mais c'est des réalités. Et il faut tenir compte de ça. Voilà. Les temps jouent contre nous. Si vous avez un grand souhait par rapport à ce débat sur le volet économique actuellement pour les prochaines joutes électorales, quel est-il? Mon souhait, d'abord, je souhaiterais que nous passons à une bonne gouvernance dans ce pays. Il ne peut pas avoir de développement économique quand il n'y a pas la bonne gouvernance. Et quand je parle de bonne gouvernance, c'est d'abord cesser
d'utiliser les moyens de l'État pour des faits de campagne électorale. D'abord, respecter notre Constitution. Et je le dis dans la mesure où vous avez des candidats aujourd'hui qui ne respectent pas du tout notre Constitution. Okay? Vous prenez l'article 54 de la Constitution du Bénin qui dit toute fonction, c'est-à-dire quand vous êtes ministre, c'est incompatible avec d'autres fonctions. Okay? Mais aujourd'hui, on se rend compte que Lionel Zissou est toujours coprésident de la Fondation Africa France. Avec qui? Stéphane Richard. Stéphane Richard, c'est qui? C'est le PDG de Orange. Le même PDG que Lionel Zissou et Boni Yayi sont allés rencontrer le 30 novembre à Bercy pour discuter de la vente de Bénin Télécom. Alors, on me parle de quoi? Est-ce que c'est comme ça que ça va continuer? Le même monsieur, il est membre, on ne sait même pas s'il continue d'être membre du Conseil des Affaires étrangères, dont il était membre en France, au ministère des Affaires étrangères français. Ça, ce sont des informations qu'il faut que vous, journalistes, vous recherchez et que vous mettez à la portée du peuple. Et si Lionel Zissou... des fonctions officielles dans l'État français, dans le gouvernement français, vous voulez dire? Tout à fait. Jusqu'en 2013, Lionel Zissou était membre du Conseil des Affaires étrangères en France. C'est une boîte à idées du ministère des Affaires étrangères français où il y a beaucoup d'autres gens comme Paul Schweizer, Serge Weinberg, etc. Voilà. Donc, aujourd'hui, si Lionel Zissou ne fait plus partie de ces instances, il doit clairement démissionner. Je sais que, à l'heure où je vous parle, si ça n'a pas changé, vous pouvez aller sur le site d'information, le site web de PEI Partners, la banque d'investissement qu'il a dirigée. Vous allez voir qu'il est toujours là. Il est, je crois qu'il a un poste de vice-président du comité du conseil de surveillance, de PEI Partners. Tout cela est incompatible avec sa fonction de Premier ministre. Il y a des conflits d'intérêts qu'il faut qu'on lève tout de suite. Et quand ce monsieur sera président, si déjà il n'est pas en mesure de respecter notre Constitution, je sais que le président Boni Yayi a passé 10 ans à ne pas respecter notre Constitution. Et voilà qu'il nous amène quelqu'un qui va suivre dans la même logique. C'est pour ça que je pense que il faut que le Premier ministre revoie un peu la façon de faire les choses et ça va lui donner peut-être un peu plus de crédibilité. Merci bien à vous. Ce plateau, une fois encore, c'est le vôtre. Le débat, c'est en permanence sur 100% Bénin. Pour ce jour, lentement, mais sûrement, il touche à sa fin, le débat donc. Et ce sera sur cette citation de Henri-Louis Mencken. Chaque élection est une sorte de vente aux enchères, par avance de biens à voler. Ce n'est pas moi qui le dis. Et seule la vigilance permet d'éviter le maximum de pièges pour la prospérité partagée. Mesdames, Messieurs, merci pour l'attention et la fidélité. À très bientôt sur SICA.